Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24. Avec pour principale mission de restaurer les institutions, le ministère de la Réforme a joué un rôle prépondérant durant la période de la transition au Gabon, du dialogue national inclusif à l'élaboration du nouveau code électoral en passant par la promulgation de la nouvelle constitution. Ce département ministériel a été une cheville ouvrière de toutes les grandes réformes que l'on a connues dans le pays. Avec l'élection du président de la République, le Gabon a amorcé son retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, on est en droit de se poser la question: quels sont les enjeux de la réforme des institutions dans la Ve République? En quoi consiste concrètement cette réforme et comment concilier réforme institutionnelle et aspiration démocratique des populations? Avec nous, dans cet entretien exclusif, celui qui depuis mai dernier a été porté à la tête de ce département ministériel, juriste et haut commis de l'État, notre invité s'est souvent fait remarquer pour ses prises de position tranchées. Ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale de transition et membre fondateur du parti Réagir, François Ndo-Obiang est celui qui doit donner vie à la nouvelle architecture institutionnelle dans le pays. Monsieur le ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions, merci de nous recevoir. Merci aussi d'être avec nous aujourd'hui au ministère de la Réforme. C'est un plaisir, monsieur le ministre, et peut-être pour commencer, on partira de la feuille de route qui vous a été confiée. Est-ce qu'on pourrait avoir les grands axes de cette feuille de route par rapport à votre département ministériel? Je tiens à vous remercier pour l'ouverture que vous avez de nous accorder une plage sur votre télévision. Non, il faut comprendre que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, est dans la trajectoire d'une logique qui veut instituer une réforme de l'État. Le ministère s'intitule ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions. Il y a le « et ». Mais il y a d'abord la réforme, tout un pan. La réforme, ça peut être le renforcement des capacités de l'administration. Oui. La modernisation de nos institutions et des systèmes partisans. Mais il y a aussi l'amélioration du fonctionnement administratif via le numérique. Et là, vous avez tout un ministère entier de l'installation qui est géré par M. Ndoumba. On a l'impression que votre ministère a vraiment un rôle transversal. Mais tout à fait. La réforme, c'est tout l'État et c'est transversal. C'est un ministère qui porte les politiques publiques transversales qui sont la nécessité d'améliorer notre système de fonctionnement et de nous placer en conformité avec la nouvelle constitution. C'est cela le ministère de la Réforme. Maintenant, les relations avec les institutions, elles sont connues, elles sont courantes. Elles doivent elles aussi être améliorées, respectées. Vous savez, les pouvoirs sont séparés. On parle du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et judiciaire. Dans cet ensemble, il y a des textes qui participent au fonctionnement et à la rencontre des différents pouvoirs. Là aussi, il faut les respecter. Et quand ils ne sont pas, j'allais dire, à la tâche de la mesure actuelle, il faut les changer. Et on aura l'occasion de parler de cette séparation des pouvoirs consacrée par la nouvelle Constitution. Vous l'avez dit, le chef de l'État dans cette Ve République est en même temps chef de l'État, chef de gouvernement. On a du mal à comprendre, même s'il y a eu tout un rôle pédagogique joué par les médias et même par les membres du gouvernement de transition à l'époque pour expliquer le régime présidentiel. Mais ce serait intéressant de revenir quand même, monsieur le ministre, sur la nouvelle architecture institutionnelle. Qui joue le rôle de quoi? On a l'impression que quand on voit le vice-président du gouvernement, il est toujours le Premier ministre. Oui, c'est les habitudes. Les hommes sont ancrés dans les habitudes. Par essence, d'ailleurs, les êtres humains sont conservateurs. Ils ne bougent pas des situations qui sont acquises. Mais reste que nous avons une nouvelle constitution. Le président de la République est le chef de l'État et le chef du gouvernement. Il n'y a plus de Premier ministre. Cela sous-entend que le vice-président du gouvernement assure la coordination de cette équipe gouvernementale. Mais le président de la République en est le chef. Donc ce qu'il va falloir réécrire une certaine batterie de textes qui permettront de nous adapter à la nouvelle donne. Parce que le chef du gouvernement, c'est le président de la République. Donc, ensuite, il y a toujours le pouvoir judiciaire qui est là, qui n'a pas bougé avec ses principales composantes, la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes. Et qui jouent pleinement leur rôle. Qui jouent pleinement leur rôle avec la Cour constitutionnelle, ça n'a pas bougé, sauf que effectivement les modalités
de désignation des membres de la Cour constitutionnelle ont un peu évolué avec la nouvelle Constitution, mais rien de grave. Ces institutions sont stables. Et ensuite, le pouvoir législatif avec toujours l'Assemblée et le Sénat. Bon, dans cet ensemble de choses, ce qui importe, c'est que nous avons maintenant un régime présidentiel qui n'est plus semi-présidentiel et semi-parlementaire. Donc, un régime présidentiel entier, mais nous l'avons fabriqué dans la modération de notre système et de notre entendement politique. Donc, certains constitutionnalistes pourraient nous faire le reproche qu'il est particulier, mais oui, chaque... Est-ce que ce n'est pas un régime présidentiel à la gabonaise? Mais pourquoi pas? Nous n'avons pas vocation à mimer qui que ce soit. Nous devons rester aussi nous-mêmes et insuffler quelque chose que nous ressentons en profondeur dans notre âme. C'est cela. Et donc nous avons essayé de mettre en place un régime qui tienne compte de notre passé et qui permettrait une amélioration future quand nous serions en but face à certaines difficultés. Vous avez cité pas mal d'institutions, mais il y a également des organes importants où on aimerait également clarifier les missions, pour lesquelles on aimerait clarifier les missions dans ce régime présidentiel. Quelle est la pertinence de garder un secrétariat général du gouvernement alors qu'on a le secrétariat général de la présidence qui a un rôle central? Oui, c'est ça aussi. Vous posez une bonne question, madame. Mais nous sommes effectivement sortis d'un régime où on avait tous ces outils, tous ces organes. Nous n'allons pas les effacer d'un coup de bâton magique. Mais je vous annonce que le secrétariat général du gouvernement a été désormais placé à la présidence de la République. D'accord. C'est un service de la présidence de la République. Est-ce qu'il n'y aura pas un risque de voir se chevaucher les missions de l'un et de l'autre? Non. Le président de la République a su le faire. Il a pris une circulaire, une lettre de cadrage qui met chacun à sa place. Le secrétaire général du gouvernement va suivre l'action du gouvernement, alors que le secrétaire général de la présidence de la République est le levier et le moteur de l'action présidentielle au plan administratif. Les choses sont bien partagées et chacun pourrait se retrouver dans son périmètre sans difficulté. Est-ce que vous avez l'impression que les acteurs eux-mêmes comprennent la mesure ou ont pris la mesure de la réforme de ces institutions? Madame, vous êtes j'allais dire, une spécialiste de l'observation. Vous êtes connue comme une journaliste très, très poignante. Mais laissez-nous le temps d'apprendre. Nous sommes sous le sceau d'une nouvelle République et nous sommes en période d'apprentissage. Et c'est vrai que tous, autant que nous sommes, nous devons nous habituer à ces nouveaux rouages. Vous savez, même les citoyens eux-mêmes me parlent encore de primature. Oui. Bon, vous voyez que nous tous, nous devons nous mettre à la page. Moi, je vois ici des gens qui me disent « j'ai été à la primature ». Non, il n'y a plus de primature, madame, monsieur. Je répète ça tout le temps. Donc, c'est un apprentissage collectif que l'on doit faire. Et si les acteurs qui sont sur le terrain passent plus de 5 mois à ne pas comprendre, alors à ce moment-là, ce sera inquiétant. Mais le gouvernement a été mis en place en mai. Je pense qu'on a encore la réserve nécessaire. On est déjà en train d'aller quand même vers vos 100 jours, monsieur le ministre de la Réforme. Ça va être su par tout le monde. Il y a peut-être des petits hics, mais ils ne sont pas graves, ils ne sont pas importants. Je pense que la machine est en train de prendre sa vitesse de croisière. Et ce renforcement des institutions, sinon cette réforme qui se poursuit, pourra être échelonnée sur combien d'années? Je peux vous parler de manière spirituelle, elle est éternelle. Vous savez, un texte, un décret, une loi même, n'a pas vocation à dépasser les 10 ans sans qu'elle soit modélée. Oui. Parce que l'administration vit. L'administration n'est pas quelque chose de figé. Elle vit et on l'améliore. On l'améliore quand on est confronté aux nouvelles situations du monde, de l'évolution des mécaniques, de l'évolution des systèmes. On doit s'améliorer. Donc, un ministère de la Réforme, et c'est là la justesse du chef de l'État, le président a trouvé à son premier gouvernement de le placer très haut dans l'ordre protocolaire du gouvernement, avec Mme Muriel Mikoué qui a su conduire cette politique et cette action. Et là, ce ministère est revenu. On peut se poser la question, est-il utile? Mais oui, parce que... dans la Ve République, on se pose effectivement cette question. Oui, parce qu'il faudra réformer tout le temps. Il faudra réformer. Vous savez, nous avons un grand dossier
dans les projets de réforme qui avancent et qui avancent vite, c'est la décentralisation. Nous devons la renforcer. Et là, le chef de l'État a décidé, il est le premier président de la République à le faire, à oser, à aller droit vers la décentralisation et à donner aux collectivités locales les pleins pouvoirs pour s'exercer et vivre. Mais il faudra accompagner ces collectivités locales. Il faudrait que nous allons suivre ces collectivités locales qui désormais vont gérer et gérer beaucoup d'argent. Mais qui va le faire? Mais les élus de demain. Ceux-là devraient avoir la capacité de le faire. Et si dans 5 ans, on observe que ça ne marche pas, on pourra mettre dans la loi, le code électoral, qu'en définitive, pour être élu local, il faut avoir tel ou tel background. Parce qu'il est question de la gestion de l'État. On veut tous bien vivre, mais il faut que tout le monde soit responsable de ses actes. La gestion de l'État, c'est important, la réforme des institutions également, mais les aspirations démocratiques des populations sont au cœur de cette 5e République. Monsieur le ministre, comment on arrive à concilier les deux? Quand on parle de réforme des institutions, certains, dans nos villages, dans les communes, les communautés rurales, ne comprennent pas forcément. Comment aujourd'hui vous arrivez à ramener ce message de réforme des institutions à leurs aspirations démocratiques? Oui, la démocratie, c'est la base même. Et le peuple est le premier soutien de ce système démocratique. On ne fait pas de démocratie sans le peuple. Mais le peuple gabonais a aussi besoin de mieux parcourir les textes qui sont installés dans son pays. Il faut là aussi que nous passions désormais à un peuple de culture, qu'à un peuple passif et de Congossa. C'est cela aussi. Est-ce que vous dites que le peuple gabonais n'est pas assez mature politiquement? Il est mature politiquement, mais il a parfois tendance à sombrer facilement dans la désinformation. Or, il est nécessaire pour tout citoyen de connaître la loi. L'adage que j'ai pu apprendre à l'école, à l'université, que nul n'est censé ignorer la loi. Quand ces savants des siècles derniers ont conçu cet adage, c'était pour dire que tout citoyen doit être responsable. Responsable de ce qu'il fait, responsable de ce dont il a droit et ce qu'il est tenu de respecter ou de faire ou de ne pas faire. C'est cela le peuple gabonais, mais c'est un peuple magnifique. Nous avons aussi la chance de la petitesse de notre population, donc nous pouvons vite croire en cette population et à aménager des espaces pour l'amener à mieux se saisir des problématiques et des politiques publiques. Et justement, j'allais vous poser la question, est-ce que ce n'est pas l'une de vos missions de communiquer davantage sur les réformes en cours, les réformes à venir, d'autant qu'il y a un séminaire qui s'est ouvert ce matin, auquel nous avons pu participer, plusieurs problématiques sont abordées. Comment permettre aux Gabonais lambda de pouvoir bénéficier de toute cette richesse, j'ai envie de dire, liée à la réforme des institutions? Justement, vous m'avez précédemment fait constater qu'il y avait des problèmes de certaines, j'allais dire, j'ai pas envie de dire ça, mais vous m'avez fait remarquer que les acteurs actuels n'avaient pas encore tous la maîtrise de la nouvelle architecture. Mais c'est pourquoi nous avons ouvert un séminaire ce matin pour les acteurs en question. Donc, les secrétaires généraux d'administration, les directeurs de cabinet, les conseillers juridiques. Le séminaire qui a été ouvert ce matin au Radisson donne à ces personnels la nouvelle structuration de l'État et le nouvel aménagement des circuits, des textes et des lois. Donc, quand les acteurs auront à peu près cet enseignement, cette information et qu'ils la maîtriseront, il est évident qu'on va la rendre publique, la divulguer et faire en sorte que le peuple s'en saisisse. Donc on va communiquer et on va à une période électorale. Oui. Le ministère de l'Intérieur communique suffisamment pour donner à chaque Gabonais ce qu'il doit faire pour être inscrit sur la liste, ce qu'il ne doit pas faire et ce qu'il doit faire et comment il doit se comporter pour le vote. Nous allons continuer à communiquer pour que le peuple se saisisse des droits qui lui sont réservés. C'est très intéressant de parler de cette période électorale, mais avant, j'aimerais qu'on revienne un peu. Vous avez parlé de séparation des pouvoirs consacrée par la Constitution, du moins la nouvelle Constitution que l'on a promulguée en décembre dernier. Mais derrière, il y a toujours ce questionnement qui revient lorsqu'on va interroger les populations. C'est, oui, aujourd'hui, le président de la République est chef du gouvernement, mais il est encore président du Conseil de la magistrature. Est-ce qu'il est encore qu'il n'a pas réellement
À l'époque, le Premier ministre avait des comptes à rendre au Parlement, mais lui, il n'a pas de compte à rendre au Parlement. Est-ce qu'il n'a pas trop de pouvoir, ce président? Est-ce qu'on pourra arriver à limiter ou à essayer j'ai envie de dire, à contrôler l'action de l'exécutif? Oui, si on lit bien la Constitution, nous avons quasiment sorti l'exécutif du Conseil de la magistrature. Le président reste là comme un bouclier qui est garant des institutions et qui est d'ailleurs le premier magistrat de par la Constitution. Donc le ministre de la Justice n'est plus membre du Conseil supérieur. Donc l'exécutif se soustrait de plus en plus et le président qui est là ne fait que faire l'arbitre, en fait, en gros, pour ne pas laisser les magistrats tout seuls. Il est l'arbitre parce qu'il est le garant des institutions. Mais je peux vous garantir que les textes qui commandent cette organisation ne lui donnent pas le pouvoir de s'y mixer de manière abusive. Parce que derrière les aspirations démocratiques du peuple, Monsieur le ministre, permettez, il y a cette soif de voir la justice rendue pour le peuple et par le peuple. Oui. Durant des années, le peuple s'est plaint d'avoir une justice aux ordres, de maintenir le président du Conseil de la magistrature. Est-ce qu'il n'y a pas, même de façon inconsciente, ce poids de l'exécutif qui pèse toujours sur le judiciaire? C'est pas si simple et si vrai que ça. C'est les magistrats qui doivent d'abord être magistrats. Qu'est-ce que vous entendez par magistrat qui doit être magistrat? Le magistrat, il y a le magistrat du siège. Il est libre de par les lois qui existent aujourd'hui, libre de juger selon le droit. Et il y a les magistrats du parquet, ceux qui poursuivent. Eux aussi, ils doivent poursuivre selon les règles établies par la loi. Pour arrêter quelqu'un, il y a le code de procédure pénale, et il y a le code pénal pour le condamner. C'est-à-dire, quand on voit l'architecture juridique de ce monde, il est parfaitement établi. Mais les hommes, avec grand H, qu'en font-ils? Ce n'est pas le président qui est derrière, ou souvent les ministres qui sont derrière les magistrats. Les magistrats. Dans les textes, loin s'en faut. Dans les textes, on n'a rien à redire, mais dans les faits, monsieur le ministre... Là, c'est maintenant un problème de comportement humain. Et là, ce n'est plus du domaine forcément du politique. C'est du domaine du comportement humain. Nous-mêmes, dans tous les domaines de la vie sociale, nous avons des défaillances, nous avons des comportements déviants. Il n'y a pas que là-bas, il y a aussi dans les autres administrations du pays, et c'est à nous de les réparer. Vous voyez, la Ve République impose que le citoyen redevienne citoyen pour voter un président à qui on remet le pouvoir de diriger le pays. Mais quand il doit devenir citoyen, il doit s'arroger le droit de préserver sa dignité. Il ne doit travailler sur l'influence de personne, et encore moins magistrat. Donc, le problème que vous soulevez est un problème d'hommes, de personnes, et de formation peut-être de nos magistrats. Mais sinon, ils sont libres. On a également envie de voir dans cette Ve République, et vous avez cité un adage qui est très intéressant, nul n'est censé ignorer la loi, mais il y a également cet autre adage, dura lex sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette Ve République, on pourra voir tomber, si un ministre a mal fait son travail, le voir poursuivre peut-être en justice? Parce que c'est aussi ça, les aspirations démocratiques des populations gabonaises. Je peux vous garantir que vous le vivrez. Si vous fréquentez le chef de l'État, le président Brice Oligui Nguema, d'abord, si vous prenez sa trajectoire personnelle, c'est une formation suivie, une carrière militaire, c'est un mental suffisamment organisé et ordonné, et qui a une seule exigence, c'est de changer ce pays et d'installer le nouveau Gabon. On ne saurait installer le nouveau Gabon avec les habitudes du passé. Et d'ailleurs, c'est l'inquiétude que me rapporte le peuple quand beaucoup viennent vers moi, de me dire, est-ce que nous allons véritablement changer? Moi, je les rassure. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une justice pour les uns, pas pour les autres. Non, ça va changer. C'est une impression, heureusement, ça va changer. Le président Oligui ou le président du ministère de la Justice, le ministre de la Justice, pardon, ne s'y mixe pas aux décisions de justice. Cette règle nous a été affirmée par le chef de l'État. Laisser la justice juger, laisser la justice dans ses dossiers. Et je crois que le gouvernement qui est mis en place, et d'ailleurs même le précédent gouvernement de la transition, ne s'était pas immixé au problème judiciaire. Mais maintenant, il faut que les acteurs se libèrent eux-mêmes
nous sommes parfois prisonniers de notre propre culture et de notre propre formation. On renvoie tout au président de la République. Le président de la République ne vous a rien demandé, mais on est soi-même frileux mais c'est parce que nous devons effacer et ne faire que du droit, et ne faire que de la fiscalité, et ne faire que des impôts, et ne faire que le recouvrement douanier, sans attendre que le président vous donne des ordres. Et justement, l'une des missions, ou du moins les missions d'un député, on le sait, c'est de voter la loi, consentir l'impôt et contrôler, encore une fois je reviens sur ce contrôle de l'action du gouvernement. Avec cette nouvelle législature, est-ce que ces députés-là pourront contrôler l'action du gouvernement avec un chef du gouvernement qui est également le chef de l'État? Ils en ont les moyens. Ils en ont les moyens parce que d'ailleurs le président américain n'a pas de gouvernement en tant que tel, mais il est contrôlé. Oui. Donc, ils en ont les moyens de par la Constitution. Mais c'est à eux d'en user. Est-ce qu'à ce moment-là, on s'inspire un peu du modèle américain ou on reste dans notre régime présidentiel à la gabonaise? On reste dans le régime présidentiel à la gabonaise, qui est une constitution spécifique et qui est adaptée à nos mœurs et qui permet le contrôle de l'action du chef de l'État et de son gouvernement. C'est possible. Et qui interdit de couvrir toute déviation possible d'un quelconque ministre. C'est possible. Et qui permet de mettre aux arrêts un ministre. C'est possible. C'est possible. Mais c'est tout à fait possible, mais seulement maintenant, il faut le faire. On veut y croire et vous avez la responsabilité de renforcer ces institutions et de leur redonner finalement les attentes que les Gabonais, j'ai envie de me répéter, attendent de ces institutions. Et j'ai cité la justice, mais il y a également le Parlement qui sera bientôt mis en place. Et justement, le Gabon qui s'apprête à organiser ses élections législatives et locales. Il y a eu dans un récent communiqué du ministre de l'Intérieur qui a apporté des précisions sur l'article 77 du Code électoral. Vous le savez, il s'agit du quitus sur les comptes de campagne antérieurs du candidat. L'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibinze, à la présidentielle, candidat également d'avril dernier, dénonce cette sortie en la qualifiant de dérive politique inquiétante. Que comprendre par rapport au quitus de compte de campagne qu'on demande aux anciens candidats à la présidentielle? Mais c'est de la loi. Monsieur Bilibinze est suffisamment instruit pour savoir que c'est la loi qui le prescrit et on se conforme à la loi. Ceux qui ont été candidats en 2025 à l'élection présidentielle, en 2025, à l'élection présidentielle, devraient montrer le quitus de la gestion de leurs comptes. C'est la loi qui le proclame. Ce ne sont que ces candidats qui sont soumis à cette exigence. Oui, tout à fait, parce que les autres, y compris moi, n'avions été à aucune élection. Pourquoi allez-vous demander à tous les candidats qui prétendent avoir une position politique de présenter un quitus à une élection dont ils n'ont pas pris part? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté derrière de vouloir disqualifier certains candidats à ces jours électoraux? Non, du tout, du tout. Là, c'est toujours la petite bête qu'on recherche. Et c'est faux, c'est la loi. La loi proclame que tout candidat présente le quitus de l'élection à laquelle il a participé, s'il veut participer à une autre élection. C'est simple. Monsieur Oligui a été candidat, il a gagné, il va présenter son quitus. Monsieur Bilibinze a été candidat, il n'a pas gagné, il va présenter son quitus. Et pourtant, la loi devrait être la même pour tous les candidats. Non, mais pourquoi madame, cette petite précision qui ressemble à la prochaine élection, après ces élections, oui, il y aura beaucoup de candidats qui devront présenter leur quitus parce qu'ils ont participé à une élection la prochaine. Mais s'ils participent à l'élection dans 5 ans, ils vont tous présenter un quitus. Pour avoir participé aux élections législatives et locales de septembre. Donc s'il y a peu de monde à la présente élection qui présente des quitus, mais parce qu'il y a eu peu de candidats parmi les nouveaux candidats qui ont été candidats à la dernière élection. C'est aussi simple que ça. La dernière élection était présidentielle et je crois qu'il n'y avait pas 100 candidats. Bon, 8 candidats, n'est-ce pas? Vous voyez, je vous dis qu'il n'y a même pas 100 candidats. Mais ces 8 candidats, s'ils postulent à une élection, ils devraient présenter leur quitus. Mais à l'exception du président, qui ne postule à rien, il n'aura à ne pas présenter de quitus, puisqu'il est déjà élu président de la République. Il ne peut pas être
postuler à une candidature de député ou une candidature locale. Le conseiller municipal ou local. Monsieur le ministre, avant de refermer cette première partie, peut-être revenir qu'est-ce qu'on retient de cette première journée de ce séminaire que vous organisez? On retient que les participants ont été très réceptifs et que les premières thématiques ont été tout à fait vivantes, c'est-à-dire qu'elles ont abordé le système institutionnel tel qu'il découle de la Constitution par des schémas et des croquis. Et ensuite, les thématiques qui viendront aborderont les systèmes des circuits des textes, des rapports entre institutions, des rapports entre administrations, pour que chacun sache ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, et que chacun se tienne au régime de sa charge. Voilà ce qui va être fait. Donc c'est un séminaire très vivant et très attendu, et qui va certainement donner la marge pour mettre tous les acteurs au même niveau. François Ndô-Obiang, ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions. Cette première partie de notre entretien exclusif se referme. Nous nous retrouvons juste derrière pour débuter la deuxième partie. Deuxième partie de cet entretien exclusif sur Gabon 24 et nous sommes toujours avec François Ndô-Obiang, ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions. Monsieur le ministre, merci de rester avec nous. Non, je vous remercie de rester avec nous au ministère de la Réforme. Le Gabon dispose d'une nouvelle loi sur les partis politiques, mais à peine adoptée, cette loi suscite déjà des remous dans l'opinion. Certains députés s'indignent du fait que le texte voté par le Parlement n'est pas celui publié dans le journal officiel. Que répondez-vous? Oh, mais c'est aussi simple que ça. Le projet de texte qui a été envoyé au Parlement a été discuté par les parlementaires, défendu par le gouvernement, dont moi, qui était porteur du texte. Je pense que les instruments qui en sont sortis étaient clairs. La polémique porte sur l'article 72, qui, pour la circonstance, certains affirment qu'il comportait le NIP pour les anciens partis. Le projet n'avait pas dit ça. Et les députés et les sénateurs ont suffisamment été instruits dans des discussions, des échanges, que cet ajout était superfétatoire et d'ailleurs était contre-productif. Pourquoi? La loi n'a pas à être rétroactive. La loi ne peut pas dire à un enfant qui est né, qui a sa carte d'identité, qui s'appelle Don ou Mbamba, que tout d'un coup, tu n'es plus pour être Gabonais, tu vas devoir courir le 100 mètres, oui, puisque le 100 mètres est imposé désormais à tous ceux qui voudraient devenir Gabonais. Je prends un exemple simple comme ça. Allez-y. Donc, le président Oligui n'a pas vocation à mettre le désordre dans la vie politique gabonaise. Le président Oligui n'a pas donné consigne à son gouvernement de tuer les partis politiques. Mais quand même, il fallait nettoyer. Mais quand même, il fallait mettre de l'ordre. C'est oui, cet ordre-là que nous avons mis. Nous avons désormais quelque chose qui est opérationnel, qui permet à l'État de suivre le fonctionnement des partis politiques. Un parti politique a l'obligation d'avoir un compte bancaire. Un parti politique a l'obligation d'avoir un siège. Un parti politique a l'obligation de tenir ses instances décisionnelles, c'est-à-dire les congrès. Un parti politique doit participer aux élections. Si la vocation première des partis politiques, oui, c'est de conquérir le pouvoir. Effectivement. Bon, ceux qui sont nés, et on sait qu'ils sont nés depuis 1990, on ne saurait leur imposer les critères. Non, le critère du NIP qui est demandé à ceux qui sont à naître. Ceux qui vont naître dès aujourd'hui, comme récemment le parti du président, doivent présenter un NIP pour chacun de ses adhérents. Pour chacun de ses adhérents. Alors, si l'on vous suit bien, ça veut dire que la centaine de partis politiques que l'on avait jusqu'à présent n'est juste pas concernée par le NIP. Mais pour tous les autres critères... Pour tous les autres critères, ils sont concernés. Et je peux vous garantir qu'il y aura suffisamment de salubrité publique. Il n'en existerait pas beaucoup dans un an. Mais alors, vous avez dit la loi, elle n'est pas rétroactive. Pourquoi imposer quand même les autres critères aux anciens partis politiques? Parce que les autres critères, soit sont dans l'ancienne loi, soit ils n'étaient pas suffisamment bien dits. On les a rendus à peu près visibles. Parce que c'est une association. La loi
permet à chaque association une vie. Toute personnalité doit vivre. Et là, c'est une personnalité morale. Elle doit vivre comme vous et moi. Elle doit avoir une maison pour habiter. Elle doit avoir de l'argent pour vivre. Elle doit avoir des habits, vous et moi, pour circuler en ville. Sinon, on nous attaque pour atteinte à la pudeur. C'est ça aussi pour les personnes morales. Donc, on veut que chacun ait un siège. Dans l'ancienne loi, on parlait de 3 000 adhérents à peu près. On est passé de 3 000 à 9 000. Dans la nouvelle, oui. On est à 12 000 adhérents. Ouais. Est-ce que ce n'est pas vouloir tuer certains partis politiques qui existaient déjà? Mais justement, ceux qui existaient déjà, qui ont leur récépissé, ne sont pas soumis au prorata de 12 000. Mais ils sont soumis au prorata du siège, du compte bancaire, des tenues des congrès et des participations aux élections. Donc, 4 critères pour les anciens partis politiques. Je peux vous signaler que, madame, il y a à peu près une 60aine de partis qui n'ont jamais pris part aux élections. Et il y a à peu près 70 partis qui n'ont jamais tenu de congrès depuis qu'ils existent. Et je peux vous dire qu'il y a plus d'une 60aine de partis qui n'ont pas de siège. Une fois ces partis participent à ces élections politiques, est-ce qu'il y a des critères post-électoraux? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un nombre précis d'élus qu'ils devraient avoir? Ah oui, la représentativité, on appelle ça comme ça, a été fixée à un certain nombre d'élus nationaux et à un certain nombre d'élus locaux. Combien, pour être précis? 5 élus nationaux et 25 élus locaux. Des élus nationaux qui sont les parlementaires, donc députés. Voilà, députés et sénateurs. Et sénateurs. Mais pour ce critère, j'insiste quand même sur les 12 000 adhérents. Est-ce qu'il n'y a pas ici, monsieur le ministre, une violation, on pourra le dire comme ça, du principe constitutionnel de libre création d'un parti politique? Mais la liberté est encadrée, hein, madame. Aucune liberté n'existe par elle-même ex nihilo et ne souffre d'aucun frein et d'aucun encadrement, ça n'existe pas. Les libertés fondamentales sont consacrées par la Constitution gabonaise et par le Code électoral et par la loi sur les partis. Tous les Gabonais peuvent créer un parti, mais seulement pour créer un parti, il faut se soumettre aux conditions de création des partis. Mais tous les Gabonais peuvent rouler une voiture, mais pour rouler une voiture, il faut passer le permis. Est-ce qu'il ne faut pas craindre un rétrécissement du champ démocratique, monsieur le ministre? Non, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on a des partis à foison que la démocratie prospère. Et pourtant, on a salué l'après-conférence nationale en 90 avec ce pluralisme idéologique. Aujourd'hui, après la transition, on est plutôt en train de faire le contraire. Vous croyez vraiment que les partis politiques du Gabon ont des idéologies? Je pense qu'il fallait faire le dialogue national a été plus loin que ce que vient de faire le gouvernement. Le dialogue national, donc les Gabonais. Les Gabonais, madame, ont une très mauvaise impression des partis politiques. Si on suivait les Gabonais, nous n'aurions même pas cet échange. Il y aura tout à effacer. Mais nous sommes des hommes responsables. On ne va pas suivre l'opinion comme ça. Nous sommes des hommes responsables, tenus au contexte national et international. Nous devons faire vivre la vie démocratique, mais elle doit se vivre en cohérence et en toute propriété, chacun étant dans la position du respect de la loi. C'est tout. Je vous dis, madame, mon problème à moi en tant que ministre de la Réforme, c'est que tous ceux qui ont droit à la parole publique doivent être légitimes et représentatifs. Et il en va des partis, il en va des syndicats et de tous les autres. Parce qu'un acteur politique, pour qu'il soit légitime, il faut qu'il ait un parti, mais il faut qu'il ait été élu dans son parti. Et il faut que ce parti soit en règle avec les critères de la République. Il y a un siège au moins. Il y a, même quand on va plus loin, une idéologie. Mais il y a un siège, il y a un compte bancaire, il y a la possibilité d'avoir tenu ses congrès, il y a aussi son ambition à aller aux élections. C'est cela. Or, on a dans ce pays des gens qui parlent, et tout le monde parle, mais sur la base de quoi ils parlent? Pour parler dans les autres pays, il faut avoir un outil régulier et légitime. On assiste depuis la transition à une reconfiguration du paysage politique gabonais. Mais ce qu'on remarque depuis la présidentielle, c'est qu'il y a plusieurs partis politiques qui, j'ai envie de dire, peut-être pas adhèrent, mais adhèrent quand même à l'idéologie de l'UDB aujourd'hui portée par le président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas là également un risque de repartir vers la pensée unique? Non, je ne pense pas que le président est conscient. Le président a parlé
comment on appelle, au complexe, au Palais des Oui, au Sports. Palais des Sports. Le président a parlé au Palais des Sports. Et il a tout dit. Il a dit qu'il n'attend pas installer les mêmes configurations que par le passé. Est-ce que les gens écoutent même? Oligui n'a pas envie d'installer cette logique de parti dominateur, de parti unique. Il a dit ouvertement. Il a même dit, ça a effrayé les membres potentiels de son parti, qu'il va y avoir des partiels. Mais il le faut. Mais il le faut. La transparence politique exige cela. Donc non, nous n'allons pas vers ça. Ce sont les Gabonais qui sont comme ils sont. Ce n'est pas souvent les rouages qui sont mauvais. Les Gabonais sont des Gabonais, comme je le dis souvent. Ils sont des Gabonais, hein, ils sautent tous à un endroit quand il le faut, avec facilité et sans conviction. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Or, il est bon et de bonne loi qu'un homme politique ait de la conviction et de la vision. Vous l'avez dit, l'objectif premier d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Tout à fait. On a vu le PDG défait, destitué de ce pouvoir-là, porté par Ali Bongo, aujourd'hui porté par Blaise Louembe, mais qui s'arroge le fait qu'ils soutiennent quand même l'idéologie du président Oligui. Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de relation incestueuse entre l'UDB fraîchement créé et le PDG qui traîne tous ces démons, ces vieux démons du passé? Non, les critères sont particuliers au Gabon. La petitesse de notre population permet de ne pas passer à l'idéologie de la chasse aux sorcières. Je pense que nous sommes assez suffisamment sous-peuplés pour que nous puissions nous entendre et nous comprendre. Maintenant, le PDG a un passé, les acteurs du PDG ont des passés, et tous n'ont pas de passé lugubre. Il y a des personnalités de là-bas qui sont tout à fait essentielles et convenables, et c'est un parti qui doit exister. Quand on a voulu le sanctionner à la sortie du dialogue, oui. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne doit pas faire comme ça. Mais les Gabonais sont de ceux qui pensent qu'il fallait le sanctionner et que mais parce qu'il faut respecter la loi. On ne sanctionne pas un parti sur la base de quoi on va le faire. Il faut respecter la loi et le président Oligui a été suffisamment élevé de respecter la loi. Le PDG existe, mais c'est à eux d'aller aux élections. S'ils soutiennent la politique du président Oligui et de l'UDB, mais c'est à eux de voir si cette idéologie est convenable à leur. Maintenant, on va aller tous sur le terrain, on verra comment le PDG se comporte et comment les habitants, les citoyens, les Gabonais vont juger le PDG. C'est aussi simple que ça. Et il faut parfois attendre l'ascension populaire pour faire après des commentaires. Actuellement, on imagine bien que les partis politiques sont en train d'opérer des discussions à l'intérieur. Et il nous est parvenu que dans certaines régions du Gabon, pour revenir sur la loi sur les partis politiques, il y a encore, j'ai envie de vous dire, des pesanteurs socio-culturelles qui sont parfois plus présentes que la loi quand il s'agit de l'élection d'un élu local ou d'un élu national. Pour ne pas citer la zone, pour ne pas faire mauvaise foi, il y a que certains s'indignent du fait que même si ils sont portés par une formation politique, ils ont du mal parce qu'appartenant à un clan ou à un autre, à avoir accès à certains sièges dans certains départements du Gabon. Mais madame, nous sortons de ça. Pendant 56 ans, on a appelé ça la géopolitique. Mais je ne sais pas où sont les résultats. Nous sortons de cela. Est-ce que vous pensez qu'avec la loi actuelle, il ne sera plus question dans certains départements d'imposer un membre d'un certain clan au détriment d'un autre? On y arrivera. On y arrivera. Pour les prochaines élections? Mais bien sûr, pour les prochaines élections et peut-être les élections d'après, parce que là, on aura encore quelques zones d'effritement, mais on y arrivera. Je vous informe simplement que Migolet Nzebi de Kulamoto a été élu à Port-Gentil comme conseiller territorial. Oui. Je vous rappelle que le premier député de Kango s'appelait Mabédou. C'est ça l'histoire du Gabon. Le président Oligui va pouvoir remettre tout ça en ordre. Et je vous le dis souvent, parce qu'il est gabonais. Il va pouvoir réussir ce challenge à réinstaller ce Gabon-là, où Migolet est élu conseiller territorial à Port-Gentil, en zone Orungu, où Mabédou, qui lui vient de l'Astroville, est élu à Kango, dans une population fan,
comme député. Alors, il y a certains qui se revendiquent un attachement à la terre. Est-ce que ce serait dire que Marielle Biogou, originaire du Sud, pourra aujourd'hui être élue dans le Nord? Mais oui, c'est à quoi nous tendons, c'est à quoi nous allons arriver. Et d'ailleurs, l'un des acquis les plus immenses de la période du régime du président Bongo, c'est d'avoir créé une fusion transversale des peuples gabonais. Une Zébi se retrouve à mariage à Bitam et une Bitamois se retrouve à mariage à Likoni. Donc ces enfants-là, ils sont plus nombreux que nous maintenant. Ces enfants mélangés sont plus nombreux que nous. Et d'ailleurs, l'une des questions sociologiques qui nous inquiète, c'est de savoir si tous profitent de la multitude de langues de leurs parents. Là, c'était notre débat sociologique. C'est un autre débat. Oui, mais on va y arriver. On va y arriver que Marielle Matsanga soit élue députée du côté d'OIM. Parce que quand je vous parle des pesanteurs, et je sais que vous le savez et vous me suivez, c'est que ces enfants issus effectivement d'un mariage mixte, ils vont avoir pour rappel le fait qu'ils n'ont pas de père originaire de là où la culture sociale impose le patrilinéaire comme voilà, mode de vie de la société. Ils n'ont pas de père issu de là-bas, ils sont de la mère, ils sont donc de l'oncle, ils n'ont pas droit de citer. C'est traversé, c'est suffisamment traversé, madame. Quand une personne est bonne, elle est élue. C'est une trajectoire aussi divine. Si une personne est vraie, elle est bonne, elle a un ressenti dans la population et elle est élue. Mais c'est parce que nous sommes le plus souvent médiocres. Avant même que de prendre l'enjeu sur notre situation tribale ou ethnique, nous sommes déjà par essence le plus souvent médiocres et donc refusés par les populations. Quelqu'un qui s'imposerait dans une zone qui n'est pas sa zone d'origine parentale pourra le faire parce que cette personne est bonne, elle est convenable, elle a pu convaincre les populations locales et elle sera élue. Ça va arriver. Alors, Monsieur François Ndao-Obiang, président ou pas, de réagir? Oh, je suis président de Réagir. J'ai été élu président de Réagir en mars 2022 et je l'ai renouvelé en mars 2025. Et donc, pourtant... je suis le président. J'ai simplement signé une intérim quand je suis allé occuper la fonction de premier vice-président de l'Assemblée. Mais je reste président. Et pourtant, vos pères vous ont fait parvenir une assignation d'huissier vous interdisant d'agir au nom de cette formation politique, donc d'utiliser le logo et le nom du parti. Oh, vous savez, le logo, si quelqu'un va déposer à l'OAPI un document sur la propriété intellectuelle, je ne sais pas quelle est cette valeur juridique pour l'opposer à un parti politique. Nous, on ne fait pas commerce. Réagir n'est pas une entité commerciale. Donc, cette forme d'agir... Cette assignation d'huissier... Cette assignation d'huissier, mais c'est simplement quelque chose qui tend à nuire. Vous savez, madame, le 24 juin dernier, il y a eu une conférence de presse animée par le conseiller Bruno Ndominza avec documents. Et ces documents, tout le monde peut se les procurer et parcourir les faits véritables, les données véritables du dossier. D'ailleurs, c'est le lieu et le moment de prononcer la légèreté encore de notre presse. On nous reproche, nos politiques, de ne pas toujours être à la page et de ne pas respecter la loi. Et pourtant, nous, médias, nous sommes là en train de vous tendre le micro également. Mais il y a encore dans vos milieux assez de légèreté. Parce que parfois, quand je lis ce que je lis, j'ai le droit de réponse. Mais quand on vous donne un document, on vous donne un dossier documenté, vous avez le droit de rectifier vos écrits. Vous avez même l'outrecuidance de faire autrement à la prochaine. On a surtout le droit d'équilibrer les informations, donc de donner la parole à tous les acteurs. Mais bien sûr. Moi, je me soucie et je suis tout à fait surpris qu'un journal puisse publier des choses alors qu'il n'a rien vérifié du tout. L'affaire de la l'OAPI. L'OAPI n'est pas au Gabon, il est à Yaoundé. On vérifie quelles sont les missions de l'OAPI. Est-ce qu'un document de l'OAPI est opposable à un parti politique? Un document qui proclame que moi je fais des flyers, je fais des banderoles, et puis on l'amène, on dit c'est moi, c'est mon identité, et Réagir qui est en place depuis 2022,
et qui a j'allais dire, un récépissé de 2021. Et ce réagir-là va se voir opposer ce document. Bon, le journaliste devrait d'abord venir réagir, qu'on lui sorte les documents, et devrait aller lire les textes de loi pays. Selon vos pairs, vous avez été exclu de ce parti en novembre dernier. Comment est-on arrivé à ce bicéphalisme au sein de cette formation politique qui a porté alternance? Il n'y a pas bicéphalisme. Réagir, il n'y a qu'un seul réagir. Le réagir qui est légalement reconnu par le ministère de l'Intérieur. Mais d'ailleurs, on attend le ministère de l'Intérieur à se prononcer, qui doit se prononcer sur... Le réagir qui est reconnu au ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, nous avons été à des cérémonies où réagir était seul, sans ce bicéphalisme. Donc, mais vous savez, le champ politique gabonais est fait d'intrigues. Il n'y a que l'intrigue et la jalousie, et c'est triste. La capacité qu'ont les gens d'opposer le discours à l'autre, de se soumettre à la contradiction de l'autre est quasiment nulle. Donc ce qui nous reste souvent, c'est des petites intrigues. Et l'élément central d'aujourd'hui, c'est d'abattre Ndoumbian, mais ce n'est pas ça le problème. Ndoumbian, il a fait ce qu'il a fait. Maintenant, si vous voulez l'abattre, Dieu est là aussi pour classer les gens. Donc non, le bicéphalisme est né. J'ai fait l'alternance 2023 sans ces personnes. C'est pour vous exprimer déjà le niveau de détachement et de jalousie qui peut y dire. Vous prenez toutes les photos de l'alternance 2023, vous ne verrez pas ces personnes. Comment on est parti de réagir 2023 avec une vision, une idéologie claire et soutenue par l'ensemble des populations à réagir 2025 où on a du mal à se positionner? Mais il faut le demander à ceux qui gesticulent. Est-ce que vous comptez sans document, d'ailleurs, ceux qui gesticulent sans preuve. Est-ce que vous comptez présenter des candidats au futur électoral sous la bannière de Réagir? Réagir aura des candidats. Réagir aura des candidats Réagir. Section François Ndoumbian. Non, pas section, de seul Réagir. Ceux qui se revendiquent de Réagir ne le sont pas. D'ailleurs, ils ont écrit qu'ils sont présidents provisoires. Mais ça n'existe même pas dans les statuts, la notion de président provisoire. Ce n'est pas des statuts. Donc il n'y a pas dans les statuts de Réagir un poste de président provisoire. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'attendre, comme on l'a vu pour l'Union nationale, pour les bûcherons, à voir deux formations avec une qui pourrait évoluer comme l'Union nationale initiale? Donc un Réagir 1, un Réagir 2. Il faudrait qu'on arrive à trancher des problèmes selon le droit, et selon le sens du droit. Et le droit dit que si vous n'avez pas pu vous entendre, c'est au ministre de l'Intérieur de trancher. Le droit ne dit pas expressement cela. Ce n'est pas la justice de Salmon. Le droit permet de regarder les dossiers. Et les dossiers de Réagir, justement, le ministère de l'Intérieur. Réagir partent d'un congrès d'installation en 2022 qui élit Ndoumbian. Et un autre congrès, 3 ans. Il a un mandat de 3 ans. Il renouvelle son mandat 3 ans après, il est toujours réélu dans les mêmes formes et conditions. C'est cela d'abord le droit. Le droit dit que je dois avoir une équipe donc bien composée, un secrétaire exécutif, un trésorier et tout. Ils sont en place, toutes ces équipes. Le droit ne dit pas de trancher en politique. On regarde d'abord le droit. Le passé reste le passé. Je pense que nous rentrons dans la Ve République, nous devons regarder le droit. Le droit est simple. Maintenant, les agitateurs, ceux-là qui veulent passer leur temps à vouloir être vus sur le champ de l'activisme, ils pourront le faire sans l'étiquette de Réagir. Et puis je le dis sèchement, ce n'est pas par moi qu'on passerait pour faire des ennuis au président Ouliki. Ils peuvent comprendre que Réagir, c'est un groupe d'hommes qui l'a monté, je dirais même au ciel, et ce groupe d'hommes reste convaincu de l'idéal de Réagir. Mais ce n'est pas par moi qu'on passerait pour poser des pots de banane au président de la République. Avant de refermer cet entretien exclusif, Monsieur le ministre, on a quand même envie que vous vous prononciez sur le paysage politique actuel. Quelle lecture faites-vous? Il se renouvelle. Il est en pleine effervescence. Nous avons un nouveau parti et qui est un parti du pouvoir, mais les autres partis doivent se restructurer, se reconstruire, se soumettre à l'idéal de la nouvelle loi. Et ensuite, il y a des élections qui vont donner certainement place à des nouveaux visages, à des nouveaux acteurs, et c'est après cela
qu'on va commencer à cerner le nouveau paysage politique gabonais, c'est-à-dire d'ici le mois de novembre. On aura à peu près le nouveau paysage politique gabonais. Maintenant, ce nouveau paysage, il faudra maintenant qu'il rime et qu'il s'harmonise autour des nouvelles lois, de la nouvelle constitution, pour que le Gabon prenne son chemin. Nous devons sortir de l'intrigue, madame, de la mystification. Le président Oligui est face à un destin et un chantier vaste qui va exiger des hommes vrais, des hommes et des femmes vrais. Nous devons quitter cette volonté trop facile d'aller faire de la médisance dans le derrière des autres et de ne faire que des politiques de positionnement individuel, parce qu'on veut avoir une place, on veut avoir un poste. Non. Ce n'est pas votre cas. Nous devons proposer. Nous devons proposer. Si on propose, on voit si c'est convenable et on t'explique que ce n'est pas convenable et pourquoi ce n'est pas convenable et on avance. On trouve ce qu'en droit on dit le modus vivendi. Mais si ça, on passe le temps à être dans l'intrigue qui nous a amenés au chaos, on n'arrivera à rien. Je pense qu'il est temps de comprendre que le président Oligui est sur un nouveau challenge, installer un nouveau Gabon, installer une nouvelle république qui n'est pas une nouvelle république de nombrilistes. Les gens qui plongent leur nombril à terre pour ne raconter que des illusions. Il faut se mettre au travail avec les Gabonaises et les Gabonais qui peuvent travailler. Une nouvelle république surtout basée sur une nouvelle architecture institutionnelle. Ça a été la grande trame de cet entretien exclusif avec François Ndobio, ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions. Monsieur le ministre, merci encore d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau de Gabon 24. C'est moi qui suis heureux de vous avoir reçu. Et vous revenez quand vous voulez. Merci nous sommes beaucoup. ouverts. Nous, à la Réforme, nous entendons installer un espace de communication pour faire comprendre à toutes et à tout le monde ce qu'il en est de ce pays qui va bouger et qui bouge. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je le rappelle, on était dans l'entretien exclusif avec Monsieur le ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions. Nous avons parlé de la nouvelle architecture institutionnelle, de la loi sur les partis politiques, mais également de son positionnement pour le parti Réagir. Merci encore d'avoir été des nôtres et à très vite sur Gabon 24.